Je vais repartir sur une des petites choses que tu as dit. Si ton flusseur est posant un problème sur la question de l'ontologie, si l'ontologie marche pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on va essayer de se débrouiller avec ça? Euh, je rappelle aussi au passage que la revue Inframince qui vient de sortir présente deux textes de Willem Flusser, deux conférences que Willem Flusser a données ici il y a des années et des années à l'école supérieure de la, supérieure de la photographie. Dans le cadre du séminaire qui a été mené avec vous depuis un certain nombre d'années, moi je vais proposer 12 hypothèses. Et c'est ces 12 hypothèses que je vais énoncer avec vous. Et je vais essayer de les... Voilà, je les propose. C'est ce qui nous permettra de continuer à travailler, ce qui me permet de faire une synthèse de ce qui est posé, depuis au moins un an et en intégrant l'année dernière. Première hypothèse, si on essaie de réfléchir à la question de la donnée, c'est impossible de le faire sans la question de la prise, d'interpréter par rapport à la question de la prise. C'est pour ça qu'avec Aurélie, on avait posé cette question, ça s'appelle vue et donnée. On parlait de la question de la prise, en tout cas la prise de vue. Je ne peux pas interpréter la donnée si j'interprète pas d'abord, je dis bien d'abord, la question de la prise, c'est-à-dire la manière avec laquelle je prélève quelque chose dans le monde. Que ce prélèvement dans le monde soit un élément, que ce soit selon ce que disait Olivier hier, un aliment, ou que ce soit ce que vous voulez, mais il y a un prélèvement. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que je suis obligé de passer par la prise pour pouvoir penser la donnée. Ensuite de ça, une fois que quelque chose a été pris, éventuellement sera transformé en donnée aux deux sens, c'est-à-dire soit d'abord sous une forme de quelque chose qui est capitalisé ou stocké, soit alors quelque chose qui est transmis à quelqu'un ou qui est passé à quelqu'un. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, on avait longuement travaillé à ça ensemble. On avait émis l'idée que l'idée de la prise pourrait être entendue comme l'essence de l'être. C'est-à-dire d'un coup quelque chose comme l'ontologie de l'être. Alors ça changerait évidemment un certain nombre de choses. Ça changerait qu'à partir de ce moment-là, là aussi, Anthony t'en a parlé à plusieurs reprises. Alors d'abord évidemment sur cette question du repérage, et plusieurs fois tu as parlé de la question de la place. Si on pense la prise comme étant une essence de l'être, en tout cas une ontologie de l'être, ça voudrait dire qu'il faudrait repenser au sens heideggerien la question du da, c'est-à-dire le lieu où nous sommes, la place depuis laquelle nous sommes. Or, si la place depuis laquelle nous sommes, elle est constamment détériorée par le prélèvement ou modifiée par le prélèvement, ça veut donc dire que on est à la fois perdu en deux sens par rapport au repérage, c'est-à-dire que d'une part, il y aurait trop de choses prises, c'est-à-dire que ça fait des trous dans l'espace dans lequel on pourrait être, et d'autre part, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont transférées ou déplacées du côté des données, ce qui fait deux perturbations, deux pertes de repères sur cette question-là. Ce qui voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, on a deux problèmes du lieu, un lieu détérioré pour ce qu'il est dans sa nature, et d'autre part un lieu qui est rendu impraticable. C'est-à-dire que plus le lieu est détérioré, plus il est impraticable, et à partir de ça, plus l'existence est compliquée, puisque la prise, elle a été ou faite. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est précisément pour ça que j'ai posé cette question hier à Olivier. Si Nietzsche indique qu'il n'y a pas de formule sur la quantité de choses qui doit être mangée, est-ce que le problème ne vient pas à partir de ça? C'est-à-dire s'il n'y a pas de formule pour la prise, évidemment, il y a une détérioration du lieu et de l'espace depuis lequel on est pour pouvoir faire quelque chose ou pour pouvoir exister. Troisième hypothèse, alors vous savez, cette troisième hypothèse, on en a beaucoup parlé ensemble. Ça fait longtemps que j'essaye de travailler sur cette troisième hypothèse qui est liée à ça. La troisième hypothèse est en fait liée à deux choses. Une indication depuis le cours de 1942 de Heidegger, et cette question d'aller rechercher avant la philosophie cette idée que Parménide avait dit quelque chose à un moment quelque part sur ce qu'il était appelé dans le début du fragment 6 de son poème perdu, la question du cré, qu'on traduit en règle générale par il faut, et on connaît la formule en grec cré tolegen tenoien, theon ememai, donc quelque chose, il faut dire et penser que, etc., etc. Dire et penser que l'être est. On a une indication qui est importante chez Heidegger, où Heidegger retourne cette question-là, où il dit c'est pas un problème de falloir, c'est un problème de besoin. Ce qui est indiqué de manière quasiment originaire, c'est que l'essence de l'être, ou ce qui appartiendra à l'essence de l'être, c'est-à-dire la prise, cette prise relève d'un besoin. Il est besoin pour nous, si nous voulons être, de pouvoir prendre de manière
plus ou moins considéré, ou en tout cas en volume. Alors a priori, selon Nietzsche, sans formule, c'est-à-dire on n'a pas la formule, on n'a pas la quantité nécessaire, on ne sait pas ce qu'il faut prendre, mais en tout cas qu'il faut prendre. On a besoin de prélever, on a besoin de prendre en monde, et c'est ce besoin, c'est ce cret. Et à partir de ça, c'est ce que on a longuement travaillé là-dessus entre nous. On a essayé de comprendre en fait qu'il y avait un problème d'interprétation des termes qui permettaient de déterminer cette question du besoin. Mais ça relève d'un besoin. Alors, si ça relève d'un besoin, ça veut dire que c'est important, c'est que ça veut dire que ça ne relève pas, comme on l'a fait nous dans la pensée traditionnelle, ça ne relève pas du nécessaire. C'est-à-dire le nécessaire est du côté de la morale, c'est-à-dire on a codifié cette question du nécessaire. Or, si on suit cette reformulation d'une ontologie, c'est-à-dire que ça ne relève pas d'un nécessaire, ça relève d'un besoin, ça relève d'une condition d'une vivabilité, dirait Giorgio Agamben, c'est-à-dire qu'il est besoin pour nous de prélever et que ce prélèvement, cette prise, elle est, alors j'y reviendrai après, ce sera une hypothèse, elle est originaire, en ce sens qu'elle est simplement notre essence. C'est-à-dire que notre essence est à la fois le lieu où nous sommes, le lieu en tant que c'est là où nous prenons des choses. Et nous avons besoin de prendre des choses dans ce lieu pour pouvoir exister. Ce qui veut dire qu'on a besoin de détériorer le lieu de notre être pour pouvoir exister. Et c'est cette sorte de situation extrêmement étrange, cette situation un peu paradoxale, où pour exister, on a besoin en fait de détériorer ou de modifier le da dans lequel nous sommes, le lieu dans lequel nous sommes. Et c'est cette chose bizarre qui à la fois nous perturbe parce que c'est compliqué et à la fois nous perturbe parce que ça enlève les repères puisque ça détériore le lieu systématique où nous sommes. Ce qui veut dire que la question, la mesure du contexte dans lequel nous sommes est perturbée de cette manière-là. Et elle est perturbée deuxièmement, et c'est ce que proposait hier Olivier, elle est perturbée simplement parce que visiblement nous ne connaissons pas la formule qui nous permet de saisir la quantité nécessaire pour ça. Alors vous savez, nous on a beaucoup travaillé aussi sur une autre chose, alors que je mets en lien ici, une manière de répondre à Olivier hier. Olivier cite donc depuis ces fragments posthumes de Nietzsche cette question de la formule. En gros, la formule ne nous a pas été donnée pour savoir quelle quantité nous devons prendre comme aliment pour pouvoir vivre. Vous savez que de l'autre côté, nous on avait travaillé sur une autre formule qui est celle qui a à peu près... qui a été faite 60 ans plus tôt, à peu près 60 ans plus tôt, qui est celle de Hölderlin. Hölderlin disant qu'il n'y a pas eu de donation de mesure. C'est pas de notre ordre, ça appartient pas à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres où une mesure ou une formule nous aurait été donnée pour savoir quoi prélever et quelle quantité de prélèvement en fait il faut faire. Et c'est cette absence de formule en fait qui génère une sorte de crise à la fois du repérage et à la fois de l'interprétation. Ce qui veut dire que l'essence de l'être, au sens heideggerien, c'est-à-dire le lieu, l'être, cette fois-ci AITRE, cette essence, en fait, elle est simplement une absence de mesure et une absence de repère, une absence de formulation, mais ça suppose évidemment la détérioration du lieu où nous sommes. Il nous est essentiel de détériorer le lieu où nous sommes pour pouvoir être. Alors c'est pour ça qu'il faudrait quasiment reformuler cette question du cret chez Parménide et comprendre effectivement, alors moi c'est la traduction que je propose, il faut pas lire et dire, il faut pas dire et comprendre que l'être est, mais dans ce cas-là il faudrait l'indication fondamentale, ce serait il est besoin de collecter et de stocker, et c'est ça qui fait que nous sommes en tant qu'être. Voilà. Donc à partir de ça, quatrième présupposé ou quatrième hypothèse, la reformulation du concept de logos. La formule de Parménide dit cré to legein. Donc il est besoin de quelque chose sur le legein. Donc c'est pas une question d'un besoin de dire, c'est tardif. En fait, legein, originellement, ça veut dire collecter. C'est le sens premier de ce que veut dire le verbe legein en grec, c'est collecter. C'est du prélèvement, c'est de la prise. C'est vraiment fondamentalement, exclusivement que de la prise. Donc ça veut dire que c'est ça, l'indication première, c'est cette question de la prise. Ça veut dire en gros, et ça c'est la grande proposition que j'avais faite dans le séminaire il y a quelques semaines, ça veut dire que nous avons proposé d'essayer de comprendre et de traduire le terme logos en français comme quelque chose entre le prélèvement et le traitement. Okay ? C'est-à-dire qu'en gros, le logos n'est pas la rationalité, comme on a bien voulu nous le faire entendre depuis des siècles et des siècles, ni la grande raison triomphante éventuellement avec un R majuscule, mais que le logos, c'est simplement une manière avec laquelle nous avons décidé de traiter le monde pour pouvoir exister. C'est pas rationnel, c'est pas de la logique au sens propre, c'est juste la manière avec laquelle nous avons décidé, nous, de traiter le lieu où nous sommes de sorte que nous puissions exister. C'est ça qui est l'indication. Il est besoin de dire la manière avec laquelle nous traitons le monde. Voilà, ce serait ça la question du logos. Alors à partir de ça, là je suis en train d'essayer de réfléchir à cette question-là et de me dire qu'il y aurait une possibilité
de se dire que on a depuis un certain nombre d'années l'idée de ce qu'on appelle l'anthropocène. Et puis, on a, depuis les travaux de Donna Haraway, l'idée que l'anthropocène n'est peut-être pas le terme le plus exact, mais on a quelque chose de l'ordre du Cthulhucène. Cette question d'une forme de ce qui est les formes premières de construction depuis un truc plus ou moins chaotique. Je crois que l'une et l'autre ne sont pas les termes les plus efficients pour penser ce qu'on essaye de dire, mais je proposerais quelque chose de l'ordre, alors c'est pas très élégant, mais je le proposerais de cette forme-là, de quelque chose de l'ordre du logocène, c'est-à-dire d'un ère particulier du logos, en tant que l'ère où nous avons décidé d'un traitement particulier du monde. Okay, et ça veut dire qu'à partir de ça, le logocène, alors il y a un certain nombre de personnes qui travaillent autour de ça, notamment Anna Tsing, qui travaillent sur deux choses. Qui travaille sur la question en fait de la question de la destruction des refuges. Donc ce que je nommerais en fait le logocène, c'est à la fois la destruction des refuges et à la fois la destruction du stock, c'est-à-dire de ce qui est à disposition. Alors la destruction des refuges, elle est importante puisque c'est à la fois la destruction des refuges pour le vivant, alors le vivant tel qu'il est, au moins la question du vivant animal, qui, on le sait, qui ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire il y a une destruction du vivant tout court, même qu'il soit animal ou végétal, mais la destruction des refuges au sens propre, ce dont on a parlé il y a récemment sur la question de la destruction des abris. Les abris sont détruits. Et nous ne savons plus en fait poser les abris, puisque la question du logocène, c'est cette période particulière où dans le traitement du monde que nous faisons, nous détruisons la question des abris. Donc abri pour le vivant en tant que tel, abri pour l'être. C'est aussi ce qu'on est allé voir hier quand on est allé voir Et Labora, c'est-à-dire de voir aussi des images de ces gens dont l'abri est caché, parce que leur fonction de travailleur en fait ne peut pas être représentée, ne doit pas être vue par l'être, parce que ce sont des bouchers dans les halles, parce que ce sont des pauvres, c'est-à-dire l'abritement même social et politique des êtres est refusé. Et puis la dernière question de l'abri, ce dont on avait travaillé l'an dernier, quand on a été venu à Arles, Alexis nous, c'est-à-dire la question en fait de la destruction de l'abri exilique, c'est-à-dire nous ne sommes même pas capables d'abriter, de donner un refuge à ceux qui en auraient besoin dans une condition exilique. Voilà. Et l'autre grande mesure du destruction de ce qu'on pourrait la destruction de ce qu'on appelle le logocène, c'est-à-dire simplement la destruction du stock. Nous en sommes à un moment de l'histoire où nous avons suffisamment pompé et détruit la mesure du stock, c'est-à-dire de ce qui est nécessaire. Alors stock qui est double, c'est-à-dire qu'on a détruit le stock en tant que simplement le stock est épuisé, mais on a aussi détruit le stock en tant que l'espace dans lequel, c'est-à-dire ce qui est à disposition, en fait, a une mesure de pollution ou une mesure de destruction simplement par la pollution qui est extrêmement forte. Ça, c'était donc ma quatrième hypothèse, mon quatrième présupposé. C'est-à-dire de transformer, je répète, la question du logos. Le logos n'a rien à voir avec la logique ou la rationalité. Le logos est simplement un problème de traitement du monde, ce qui permet en fait de redéfinir une ontologie et qui est beaucoup plus simple à partir de ça pour penser la question de la donnée et la question de la prise. Puisque c'est simplement une manière avec laquelle nous traitons le monde. Cinquième présupposé, la question de l'arché. Alors l'arché est arrivé, on en a parlé hier, on en reparlera je pense aujourd'hui. L'arché est une manière, évidemment, une double manière. C'est une manière, en fait, d'affirmer des principes d'ordonnancement du monde, donc de classement de ce qui est prélevé. Et puis, c'est aussi une autre manière, c'est-à-dire de coller des principes de valeur sur ce qui a été classé. Donc, à partir de ça, on fabrique toutes sortes de choses, de la hiérarchie à l'archive, et dans tant d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va présupposer des dispositifs plus ou moins techniques d'arraisonnement par l'ordre et la valeur des objets qui ont été saisis et des objets qui ont été stockés. Donc ça, c'est les 5 premiers présupposés qui permettent de mettre en place le travail dans lequel nous sommes. À partir de ça, j'ai un 6e présupposé qui, lui, est en fait plus important dans ma théorie générale que j'essaye de construire. 6e présupposé qui est qui répond aussi à cette question, la citation de Flusser qu'Anthony a donnée sur la question d'un problème de l'ontologie, c'est qu'en gros, on s'est trompé, plus ou moins volontairement, c'est-à-dire qu'on a accordé l'idée que la philosophie a à voir avec quelque chose d'une sagesse, c'est-à-dire d'une manière de tempérer le monde et les actions. Or, la philosophie n'a strictement rien à voir avec la sagesse, la philosophie a à voir avec le soin. C'est une thèse que j'essaye de mener depuis très longtemps. Vous savez, auprès de 2 choses, au moins la question de la préconisation chez Platon d'une épémileia, pour les autres et pour soi, et la question de cette fameuse Stimmung heideggerienne de la sorgue, c'est-à-dire d'une préoccupation. C'est-à-dire que ce qui serait le rôle de la philosophie, c'est-à-dire le rôle de la pensée, c'est fondamentalement la préoccupation pour l'autre. C'est-à-dire la manière avec laquelle, puisque l'idée centrale
que l'être a une manière de traiter le monde, et que cette manière de traiter le monde, elle est sans formule et sans mesure. Oui, il va bien falloir que je compense en fait les dérégulations, puisqu'il n'y a ni formule ni mesure, que je compense cette dérégulation. Donc, ce qui serait la question de la philosophie n'aurait rien à voir avec une sagesse, qui serait complètement idiote, mais à voir avec une préoccupation, c'est-à-dire me préoccuper de ce que je peux bien faire à partir du moment où je n'ai ni formule ni mesure. Donc, il y aurait quelque chose de cet ordre-là, ce serait l'hypothèse centrale de dire que... voilà, il y aurait la philosophie à avoir essentiellement avec la mesure du soin et pas avec la mesure d'autre chose. Septième présupposé, qui est donc dans la lignée du sixième présupposé, revenir sur un des concepts centraux de la pensée heideggerienne, qui est la question du Bestand, c'est-à-dire la question de la disponibilité. Si l'essence de l'être est donc de prendre des trucs dans le monde, de prendre toutes sortes de choses dans le monde, et sans avoir ni formule ni mesure pour le faire, c'est-à-dire avec la question centrale d'une dérégulation, ou en tout cas d'une perte, dérégulation est trop morale, mais d'une perte dans ce que je peux percevoir de ce qui est pris. Je me suis moi-même perdu. Oui, la question c'est ça. La question c'est de savoir à partir de ça qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce qui est disponible pour nous dans cette question-là. Alors vous savez qu'il y a 3 stades dans l'histoire de la pensée heideggerienne pour cette question-là, de la question du Herstand, c'est-à-dire le moment où nous nous sommes intéressés à ce qui se manifeste et nous réfléchissons simplement à la manifestation de ce qui a lieu. Donc on n'est pas du tout dans la donnée, on est dans la manifestation de ce qui est en train d'avoir lieu. Puis ce qu'il appelle le Gegenstand, c'est-à-dire le moment où nous nous rendons disponibles à la représentation de ce qui a lieu. Et enfin la 3e phase, c'est-à-dire où nous interprétons notre disponibilité, où en gros nous interprétons notre perte de disponibilité, puisque ou la technique nous a pris cette disponibilité, ou simplement nous l'avons déléguée à la technique ou aux organisations, ou à la gouvernance générale du monde, qui nous prend cette disponibilité. Cette disponibilité nous est prise simplement parce que politiquement nous n'avons pas d'espace, parce que d'un point de vue de l'abri ou du refuge nous n'avons plus d'espace, ou simplement parce que le stock ne nous est plus rendu disponible, simplement parce qu'il n'y en a plus, ou alors simplement parce qu'il a été privatisé, ou simplement parce qu'il est stocké dans des endroits où nous n'avons pas accès à ça. C'est ce qu'on a vu hier par exemple avec la pièce de Yuri Pattison, où Pattison ne peut pas filmer lui-même ce lieu de stockage en Chine, il demande à l'opérateur qu'il le filme lui-même, etc., etc. Et donc c'est ces 3 grandes phrases où nous n'aurions pas accès à cette disponibilité. Huitième hypothèse, qui à mon sens pour moi est la plus importante, la 8e hypothèse à partir des précédentes, la 8e hypothèse est de réfléchir, toujours dans cette question de l'ontologie, à cette idée que sur cette question de la donnée, en fait, on a fait une erreur archi fondamentale, qui est qu'on a décidé dans la pensée occidentale de définir une philosophie sur une question d'ontologie, c'est-à-dire sur une question d'un travail sur l'être, sur l'interprétation de l'être. Et c'est ce qu'on appelle la fondation, en français, c'est-à-dire une fondation sur l'originaire. C'est-à-dire, en gros, la philosophie occidentale ne s'est intéressée qu'à une seule et unique chose, le fond, F-O-N-D. Or, si la philosophie occidentale avait été un peu plus intelligente, elle se serait intéressée au fond, F-O-N-D-S, c'est-à-dire le stock, ce qui est à disposition. Et à partir de ça, si on redéfinit une ontologie, non pas sur le fond FOND, c'est-à-dire pas sur l'originaire, mais une philosophie sur ce qui est sur le stock, c'est-à-dire sur la disponibilité, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut refonder une ontologie, on peut refonder une pensée qui serait parfaitement à même, en fait, d'interpréter ce qui nous reste, ce qui ne nous reste pas, ou ce qui pourrait éventuellement encore être disponible dans l'avenir. Donc ça veut dire qu'à partir de ça, il faut refonder, mais vraiment au sens, le mot l'indique, il faut refonder une pensée qui n'est pas centrée sur l'être, puisque l'être n'est pas, c'est pas ce qui nous est rendu disponible, et c'est pas ce qui nous intéresse, mais qui est fondée, qui est littéralement fondée sur la question du stock. Donc pas une pensée de l'originaire ne nous intéresse pas, l'originaire ne nous est pas laissé disponible. En revanche, ce qui serait à notre disposition, ce serait l'interprétation du stock, l'interprétation de ce qui pourrait encore éventuellement rester en stock. Alors je crois que si on s'appuie sur cette question-là, si on s'appuie sur ce huitième énoncé, on pourrait, je pense, interpréter définitivement ce qu'on appelle le tournant. Alors on y reviendra tout à l'heure, et considérer qu'évidemment la métaphysique s'est trompée, enfin la philosophie occidentale s'est trompée de manière parfaitement volontaire. Hein. Elle l'a fait en conscience, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à ça simplement parce qu'il fallait valider le principe des archets, et qu'à partir de ça, il faudrait refonder une philosophie entièrement sur une préoccupation en fait du stock, en gros sur une préoccupation de la disponibilité.
Neuvième présupposé ou neuvième hypothèse, alors celle-ci aussi, vous savez, c'est un truc qui me tient à cœur depuis très longtemps. En tout cas, j'en ai noté hier, j'en ai noté deux occurrences. Chez Julie, quand Julie parlait de l'inquiétude, ou chez Olivier, quand Olivier parlait du risque. Je pense qu'on y reviendra à d'autres moments, sans doute peut-être aujourd'hui. En fait, qui est la question de la vigilance. Ce qui est la tâche de la pensée, au sens propre, n'est absolument pas l'interprétation de l'être, puisque ce n'est pas ce qui nous est rendu disponible, et au fond, ce n'est absolument pas ce qui nous préoccupe. C'est la vigilance. La tâche de la pensée, c'est une vigilance, c'est-à-dire c'est une sorte de préoccupation accrue, avec l'idée que quelque chose est périlleux. Il y a quelque chose qui est fondamentalement en danger. Et ce péril, ce gueufard dans la pensée depuis Benjamin jusqu'à Heidegger, ce péril, il est simplement évidemment l'absence de formulation, l'absence de donation de la manière avec laquelle on doit entretenir et on doit prélever les choses en monde. Cette perte d'un repère, ou en tout cas une complexité sur cette question d'un repère, et donc il nous faudrait interpréter. Donc, la question de la vigilance. Je pense que c'est l'indication centrale de la philosophie. La philosophie commence, alors on sait qu'elle commence plus ou moins avec Platon, elle commence avec l'idée que, en fait, notre tâche fondamentale, c'est d'être vigilant. Il faut être préoccupé et être vigilant sur la manière avec laquelle nous absorbons la question du monde. Alors on sait aussi que la philosophie s'achève plus ou moins avec Heidegger. Alors elle s'achève avec Heidegger pour une raison qui est extrêmement précise, c'est simplement qu'elle s'achève à partir du moment où on est capable de clôturer l'idée que la philosophie ne s'étant intéressée qu'au fond FOND, c'est-à-dire à l'être, la philosophie n'a pas été en mesure d'être vigilante sur le monde. Donc la philosophie, en fait, n'a pas accompli la tâche qui lui était impartie, c'est-à-dire la tâche d'une vigie sur les manières avec lesquelles nous sommes encore disponibles en monde. Alors, si on est capable de ça, c'est bien. Si on n'est pas capable de ça, évidemment, on en arrive à la fois à une distorsion de la métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique ne sert à rien, l'ontologie est inefficace, fondamentalement inefficace, ou alors elle ne sert évidemment qu'à fabriquer des archets et fabriquer de la discrimination, et de l'autre côté, on est dans une sphère politique qui est évidemment catastrophique. Dixième présupposé, ou dixième hypothèse, ouais. Ah, en fait, j'en avais pas 12, j'en ai 13. J'étais en train de me dire, il y a un truc qui va pas dans ma liste. Donc j'en avais 13 et pas 12. Dixième hypothèse, qui est corrélée à la précédente, c'est celle du pharmacone. Alors, vous savez que le pharmacone a été un point crucial dans la pensée moderne, en tout cas depuis Derrida. Et puis qu'aujourd'hui, elle est importante sur cette question d'une inversion de la prise de soin. C'est-à-dire que nous prenons soin, non pas en essayant d'interpréter le monde, mais nous prenons soin en fait en compensant de manière chimique, de d'autres manières, en compensant ce qui devrait nous faire défaut ou ce qui devrait nous manquer. Le pharmacone chez Platon est une manière très particulière de concevoir en fait un problème de dose. Alors c'est probablement ce dont Caroline nous parlera aussi. En fait c'est un problème de posologie, c'est un problème de dosage. C'est-à-dire que le pharmacone c'est précisément ça. C'est exclusivement un problème de ce que les Grecs appellent une dosis, c'est-à-dire la dose qui est donnée. La dose a la même étymologie que le mot don. Ça vient du verbe didomie qui est donner. En fonction de ce que vous donnez, en fait, vous créez du risque sur l'être. C'est-à-dire, si la dose n'est pas suffisante, c'est dangereux. Si la dose est trop forte, c'est dangereux aussi. Donc, toute la question, elle est là. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables de penser la mesure et la formule par lesquelles nous prélevons en monde, nous ne sommes pas capables non plus de penser la formule et la mesure par lesquelles nous donnons du soin et nous donnons ce qui est nécessaire à l'être pour qu'il soit en mesure de tenir. Ce que critique fondamentalement Platon, c'est la manière avec laquelle, en fait, on va fabriquer une seconde forme de jugement, c'est-à-dire que la première aurait été le logos, c'est-à-dire une manière d'arraisonner le prélèvement, et puis on va fabriquer une seconde forme de jugement qui est l'image que l'on va produire de ce prélèvement. Et c'est ce que Platon appelle la doxa. La doxa est simplement l'image du prélevé, en ayant suspendu totalement la question du prélèvement. Le prélèvement a disparu, il ne nous reste que l'image du prélevé. Donc on occulte totalement le prélèvement, il ne nous reste que le prélevé. Or, dans cette image, effectivement, nous est donnée en fait une perte colossale.
en fait, qui ne nous conduit pas à réinterpréter ce qui peut être en stock ou en tout cas ce qui peut être disponible. Donc la question du pharmacone est précisément induit en fait une critique qui devrait être le travail de la philosophie, une critique de ce qu'on appelle la pharmakeia, c'est-à-dire la pharmakeia, c'est l'entreprise, l'industrie systématique de ce qui va générer une occultation des modes de prélèvement. C'est-à-dire en gros une occultation de la manière avec laquelle nous traitons le monde. Ce serait ça. Alors la pharmakeia est gigantesque, hein, elle commence avec les laboratoires pharmaceutiques, mais elle continue avec l'ensemble de tous les dispositifs, plus ou moins des médias et des manières avec lesquelles nous ne sommes plus en capacité en fait d'interpréter le traitement que nous faisons subir au monde et donc par conséquent le traitement que nous faisons subir à nous-mêmes. 11e présupposé, la question de l'occultation. C'est-à-dire que ce qui est le cœur de ce qu'on appelle la métaphysique en Occident, ce sont les dispositifs en fait, qui vont nous permettre et vous permettre en fait, d'occulter l'interprétation du traitement. Alors, il y en a des quantités absolument délirantes, c'est-à-dire qu'on va disconnecter le rapport entre la prise et la donnée. Et tant que ça c'est disconnecté, tant que ça c'est occulté, c'est parfait. Ces grandes phases d'occultation ont été tout le travail de la métaphysique, tout le travail de l'ontologie, tout le travail des métaphysiques théologiques, où vous interprétez, où vous posez des systèmes en fait, qui vont permettre en fait, de rompre la mesure en fait, du prélèvement et du traitement du prélèvement. Alors au milieu de ça, vous inventez toutes sortes de choses. La seule chose qui importe, c'est que vous puissiez en fait advenir à une manière disconnecté, vous n'avez pas besoin d'interpréter le monde, puisque la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'interpréter l'objet qui est ouvert à la consommation. C'est-à-dire que l'objet qui est ouvert à cette fois-ci à une prise qui est séparée du prélèvement et qui est uniquement interprétée du côté de la consommation. Alors vous savez, c'est ce que j'essaie de développer moi, dans mes théories, dans ce que j'appelle la consommation eucharistique. Cette consommation eucharistique, alors elle est double, parce que la consommation eucharistique, c'est celle qui vous fait consommer sans l'idée de consommer, c'est-à-dire que vous ne consommez que du prélevé sans interpréter le prélèvement. Du coup, c'est très pratique. Hein. C'est ce qu'on appelle l'eucharistie. Hein. Je consomme quelque chose qui n'est pas, mais pour autant, je l'ai consommé. Et de l'autre côté, il y aurait par voie de conséquence, pour que la consommation eucharistique fonctionne, il y aurait ce que j'appelle une consommation euchrestique. Alors cette fois-ci, qui a rapport au cray, c'est-à-dire qu'on a tous l'idée que, bon an, mal an, le stock est infini. C'est-à-dire qu'à la fois le stock est bon, parce que c'est comme ça, on nous a dit que logiquement et raisonnablement le stock était bon, et que c'est très bien, et on nous a dit que logiquement et raisonnablement notre consommation était parfaite. Alors c'est l'origine du capitalisme, et la teneur centrale du capitalisme, et c'est ce sur quoi il fonctionne, et ce sur quoi il fonctionne très bien. Et la phase centrale du capitalisme, c'est évidemment l'occultation de la mesure de la prise et de l'interprétation de la prise. 12e présupposé, la question du tournant, ce qu'Heidegger appelle die Kehre, c'est-à-dire ce moment où il va falloir assumer radicalement en fait que nous ne sommes pas en mesure de penser, de manière cohérente, simplement parce que l'ontologie n'est pas la bonne, simplement parce que la manière avec laquelle on ontologise le monde n'est pas la bonne. Donc prendre en compte cette double chose qui est que la philosophie ou la pensée doit avoir un rapport avec la préoccupation. Ce qui est central dans la pensée, c'est la préoccupation, c'est-à-dire la question du soin, le soin accordé et apporté aux autres et à soi, c'est-à-dire un soin qui est à la fois celui de l'interprétation du stock et l'interprétation du refuge. Qu'est-ce qui nous est encore donné comme refuge à l'intérieur du monde? Est-ce qu'il en est encore possible ou pas? Et est-ce qu'on y est bien? A priori, est-ce qu'on y est bien ou est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est soutenable au sens propre? Et comment on le génère, cette question-là. Et l'autre chose, l'autre grand tournant, c'est la question en fait de la disjonction, c'est passer de fond à fond. C'est-à-dire abandonner l'idée du fond FOND, le fond FOND ne sert à rien, il ne servira plus jamais à rien, et réinterpréter le fond FONDS, c'est-à-dire ce qui est en stock. Or évidemment, le problème majeur, la transformation centrale de ce qui nous occupe pour nous le contemporain, c'est-à-dire que le fond FONDS est en train de nouveau de se retransformer en un fond FOND. Puisque ce qui est stocké est métaphysiquement tellement insondable qu'il est en train de se retransformer en un fond FOND. Ce qui veut dire qu'on est en train de réinventer une nouvelle ontologie à partir d'un tournant qui aurait pu être fait et qu'on va rebasculer en fait dans une sphère qui est une sphère de la négation totale de ce qu'on pourrait être en mesure d'interpréter. Donc le tournant est extrêmement important. Le tournant a commencé à avoir lieu évidemment au XXe siècle, à partir du moment où on assume que la métaphysique, il faut cesser de faire de la philosophie et cesser de faire de la métaphysique, et qu'il faut inventer une nouvelle tâche de la pensée. Cette nouvelle tâche de la pensée, à mon sens, fondamentalement, et quand je dis fondamentalement, c'est ça renvoie et ça doit renvoyer au fond FONDS.
Si on n'est pas capable de penser de cette manière-là, évidemment, je crois qu'on n'est pas capable de tenir cette tâche qui nous incombe, qui est celle d'interpréter le vivant. Et enfin, dernier, donc 13e hypothèse, 13e champ de travail sur lequel nous sommes alors avec vous depuis 1 an, puisque ça a été la conclusion du colloque de l'an dernier. Ça a été, alors je sais que le terme n'est pas le terme le plus élégant, mais ce que nous sommes en train de développer sur l'idée de ce qu'on appelle une biomimésis, c'est-à-dire d'essayer de capter dans ces modifications ou dans ce tournant que tout ceci, cette question de la donnée, cette question de la prise, est en train centralement de transformer l'interprétation des modalités artistiques. Les artistes ne travaillent plus exactement de la même manière, ou en tout cas certains. Et en tout cas, on essaye d'inventer quelque chose d'autre ou de produire une invention sur un regard et qui ne serait pas une représentation du monde, puisque la représentation du monde ne serait a priori pas ce qui nous intéresserait le plus, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose encore du côté du réel ou du côté de la réalité, mais d'aller voir ce qui est entre le réel et la réalité, en fait, et ce choc si puissant que c'est en train de nuire ou de déconstruire nos conditions de la vivabilité. Ce qui serait cette biomimésis, alors quand je dis biomimésis, c'est pas une zoomimésis. Vous savez que dans la tradition, Platon était toujours terrorisé par la zoomimésis, c'est-à-dire par l'image du monde. Platon considérait que faire une image du monde c'était pas intéressant, parce que je pense que la pensée platonicienne de départ est vraiment sur cette idée qu'on doit être devant le manifeste, on doit être devant ce qui se manifeste, mais pas obligatoirement fabriquer une image du monde. Or, c'est bon, l'image du monde, on y est, c'est la somme centrale, majeure de ce que nous faisons, c'est-à-dire nous ne cessons de faire des images du monde. C'est très bien, on en a plus que faire, on en a des quantités absolument sidérantes. Alors on essaye vaguement de faire des trucs avec ça et d'imaginer comment on peut les stocker et les interpréter. C'est pas sur ça qui nous importe. On sait qu'on est passé dans un stade de l'image du monde. On en a de tout ce qu'il faut, du réel et de la réalité, on en a à plus savoir que faire. Non, la question ce serait de revenir sur une question du bios, c'est-à-dire de l'existence, des conditions d'existence. La biomimésis, ce serait quelque chose qui aurait à voir du côté des pratiques artistiques qui s'intéresseraient en fait aux conditions de l'existence et aux représentations de ces conditions d'existence. Alors il me semble que certains artistes peuvent le faire, alors quelquefois avec des formes extrêmement parodiques, comme on a pu voir hier chez Mika Rothenberg, mais il y en a d'autres, énormément d'autres. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous semble être le travail, en tout cas pour le laboratoire, et ce que nous menons ici, c'est d'essayer de mener une enquête, et d'essayer de comprendre ce que seraient ces nouvelles formes, si tant est qu'elles soient encore envisageables, et si elles sont envisageables, qu'est-ce qu'elles changent à la fois sur la pratique artistique, qu'est-ce qu'elles changent sur les modes de représentation, et évidemment, à terme, est-ce qu'elles changent quelque chose sur la manière avec laquelle on est en mesure de faire une exposition, où on est en mesure d'adresser quelque chose à quelqu'un d'autre dans un commun, puisque tu l'as cité tout à l'heure de manière furtive dans ton truc, sur ce fameux commencer à deux de Pierre Damien Huy, comment nous serions encore capables de fonder une altérité, si tant est qu'elle est possible, dans un commun suffisamment détérioré, mais néanmoins nécessaire, des conditions d'existence, à savoir que ces conditions d'existence sont la non-donation, l'impossible donation de la formule et de la mesure avec laquelle nous prélevons et nous saisissons un monde. Voilà pour aujourd'hui. Merci à vous.